Alain Carignan, vous aimez le pouvoir. C'est votre vie? J'aime l'action. L'action. Je ne suis pas dans l'être, je ne suis pas dans l'avoir, je suis dans le faire. Parce que c'est quand même incroyable. Vous avez eu beaucoup de problèmes judiciaires. En 2020, 37 ans après votre première élection à la mairie de Grenoble en 1983, où vous gagnez au premier tour, à la surprise générale, là vous remettez le couvert. Après 15 ans d'échec, à la surprise générale. Oui, mais quand même, vous remettez le couvert 37 ans après en vous disant « je veux ma mairie de Grenoble ». C'est pas altruiste. Être utile aux autres, à mes concitoyens, etc., c'est une satisfaction personnelle. J'aime pas la vie de quiétude, j'aime pas l'immobilité intellectuelle, Oui. J'aime pas qu'on ne veuille pas bouger. Oui. Puis vous dites 37 ans après, mais je compte pas les années, Oui. y a quelque chose de napoléonien, vous savez, on fonce et on réfléchit après. Oui. Parce que le fait de foncer, ça fait bouger l'image, ça fait bouger les lignes, il n'y a pas d'issue. Mais quand on bouge, l'issue se découvre. Vous avez un petit côté bonapartiste alors? Bah écoutez, oui, il y avait Haroun Taziev, mon ami le vulcanologue, qui a 77 ans, quand je lui demandais de faire quelque chose qu'il ne connaissait pas, il me disait « je vous réponds oui, je réfléchis après ». C'est un peu votre cas? Oui, parce que c'est comme ça qu'on est positif et qu'on trouve des solutions. Quand je voyais un de mes concitoyens comme maire à Grenoble qui venait m'apporter des solutions inextricables pour lui, mais c'était très important de voir le maire, je lui dirais d'abord oui. Parce que le fait qu'on fasse le chemin ensemble pour sa sortie, ça l'aide aussi. Et quand vous avez exercé le pouvoir, vous réfléchissiez après? Non, quand même. Non, mais c'est l'idée quand même. C'est l'engagement. L'engagement, on y va et... C'est l'engagement qui compte. Oui. Parce que c'est ça qui fait bouger. Parce qu'on a trop d'immobilisme politique, on a trop de non-décision, on a trop de non-action, et donc on a trop peu de résultats. Moi, quand vous dites 83, je suis maire, j'ai 33 ou 34 ans. Ouais. C'est formidable, je ne réfléchis pas une minute. Mendes France m'avait dit, 10 ou 15 ans avant, dans un déjeuner, renoncer au gaullisme, quoi, c'est fini. D'accord. Et c'est pour ça peut-être aussi que vous avez cette niaque et vous avez cet appétit de faire bouger les lignes. C'est que vous n'êtes pas issu des grandes écoles. Aujourd'hui, ceux qui s'engagent en politique, c'est souvent Sciences Po, l'ENA, Normal Sup. Vous, non. Ce n'est pas du tout votre parcours. Non, c'est pas mon parcours, j'ai un parcours universitaire. Vous êtes un homme de terrain, en fait. J'ai un parcours universitaire, mais c'est pas mon parcours, je suis gaulliste d'instinct. Je suis dans une banlieue communiste, le communisme municipal, je sens ce qu'il y a derrière, ce totalitarisme que je rejette, et d'instinct, je suis hostile à cela, d'instinct, je suis gaulliste. Ma génération est anti-gaulliste. Pour ma génération, De Gaulle, c'est Franco, c'est les CRSSS. Je suis donc ultra minoritaire, mais ça ne change rien. Et alors, vous avez une ascension absolument fulgurante. Vous avez été ministre, 2 fois ministre, mais quand on est ministre, là, ça change un peu la dimension, parce que vous êtes obligé de prendre des risques aussi, non? Toujours. Sur l'écologie, j'avais la conscience écologique. Donc vous avez été ministre de l'écologie et de la communication. Et de la communication quelques années après. J'ai fait la 5e chaîne de télévision, j'ai fait les quotas de chansons françaises, vous voyez, j'ai fait l'exception culturelle. Et à chaque fois, vous prenez des risques? Oui. Ces risques-là, ils sont calculés, parce que vous dites, moi je pars et puis après je corrige. Disons que par exemple, dans une affaire aussi internationale que le GATT, et sur les négociations commerciales, où les États-Unis mettent tous les moyens, y compris en dessous de la ceinture, pour gagner, il faut se battre. C'est dur le pouvoir. Et d'ailleurs, vous avez un sacré caractère, parce que quand on vous dit ministre de l'écologie, on vous propose d'abord un secrétariat d'État, puis vous dites non, basta. Moi, je ne suis pas secrétaire d'État, je suis ministre. Et à cette occasion, eh bien, vous allez vivre un événement qui va marquer l'histoire du XXe siècle. Je vous invite à regarder ceci. Professeur, l'opinion publique en France s'étonne du manque d'informations chiffrées sur la radioactivité en Italie et en RFA. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas personnellement d'informations chiffrées sur la radioactivité en Italie et en RFA. Nous savons par contre ce qu'il y a comme radioactivité dans notre pays. Et ce que je peux vous dire maintenant, après les chiffres que nous avons vérifiés longuement par de très nombreuses mesures, des centaines, qui ont d'ailleurs été publiées et distribuées à l'AFP hier, c'est que la radioactivité retombée sur notre pays au cours de toute cette affaire se situe entre la moitié et le tiers de ce qui est tombé sur les autres pays européens. L'Angleterre et l'Espagne sont à peu près dans une situation. On est au mois de mai 1986, vous êtes ministre de l'écologie, il y a cet accident nucléaire de Tchernobyl en Union soviétique, actuellement en Ukraine, et
Le professeur Pellerin dit, mais non, la France n'a pas d'effet substantiel de cet accident. Et vous, vous êtes ministre, vous êtes obligé de vous exprimer à la télévision et vous dites, vous reprenez ce que vous savez et ce que le professeur Pellerin notamment vous dit. Et vous reconnaissez quand même que, des années après, que finalement vous ne dites pas la vérité. Je dis la vérité, que les fonctionnaires, le professeur Pellerin, qui est un homme intègre, Ouais. relève avec les capteurs qu'il nous indique. Un ministre ne va pas se substituer aux capteurs. Je n'ai pas compétence sur le nucléaire. Ouais. C'est Alain Madelin, le ministre de l'Industrie. L'industrie. Et par contre, je vois le dysfonctionnement en matière d'information. Et donc, 1 an après, je fais voter une loi à l'unanimité du Parlement, une loi sur l'information en cas de risque majeur qui modifie la donne pour l'avenir. Ça a détruit sa carrière ou sa réputation. Il a été Pellerin. poursuivi jusqu'à la fin de sa vie et il a gagné tous les procès, car lui a toujours donné sa vérité scientifique en fonction des éléments dont il disposait. Ça a nuit à votre carrière, à votre réputation sur le moment? Non, parce que moi je n'avais pas la compétence. Vous avez été pro-gardé par la presse à l'époque. Hein? Je n'avais pas la compétence du nucléaire, c'était Alain Madelin. Oui. Et donc moi j'ai juste tiré les conséquences du dysfonctionnement en matière d'information. Et c'est toujours cette volonté d'agir. Quand il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il faut corriger. 2 fois ministre, une fois avec Chirac, première cohabitation, deuxième cohabitation avec Balladur. Vous avez été l'otage de la guerre Balladur-Chirac? Non, parce qu'il faut choisir. Et donc, au moment où j'ai choisi Édouard Balladur, on est l'otage de personne, on fait son choix. C'est la violence du pouvoir, ça, la guerre entre ces 2 hommes? Oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'usure apparente de Jacques Chirac, qui a prouvé le contraire ensuite, de la capacité d'homme d'État d'Édouard Balladur, qui était incontestable. Quand il a pris le pouvoir en 1993, il a rétabli l'autorité de l'État. Et pour un gaulliste, l'autorité de l'État, c'est un élément capital qui permet d'agir là aussi. En 1995, vous étiez pour qui à l'élection présidentielle? Édouard Balladur. Donc vous avez lâché Chirac à ce moment-là, Oui. dont vous étiez un des poulains quand même. Oui, j'avais aussi conquis par moi-même. J'étais totalement Bien sûr, indépendant et 83, autonome. personne ne vous attendait. Mais j'ai toujours eu des liens particuliers avec Jacques Chirac, que j'ai conservé, je pense, jusqu'au bout. Mais en 1995, il a fallu faire un choix que j'avais fait comme ministre d'Édouard Balladur. Pourquoi ? Parce que si, en 1993, quand Jacques Chirac s'est lancé dans l'élection présidentielle, je devais être derrière lui, il fallait que je démissionne du gouvernement et que je me mette derrière lui. Malheureusement, vous n'avez pas pu la faire, cette campagne de 1995. 1994, vous êtes à Grenoble, vous avez un déjeuner, vous recevez un coup de fil de votre femme, qui vous dit « un juge va vous appeler ». C'est le début, permettez-moi l'expression, des emmerdes. Oui, bien sûr. C'est la vie. Vous tombez là. C'est les férocités de la vie. Vous ne voyez plus rien que ça. Bien sûr, c'est normal. Après, on est. C'est pas les férocités de la vie, c'est la férocité de la politique aussi. De la vie. Vous savez, la vie est féroce pour tout le monde. Oui. Il faut bien classer férocité et drame. C'est pas un drame. C'est pas un drame? Non, parce que le drame, c'est la perte d'un être cher. D'accord. La férocité de la vie, c'est une épreuve qu'il faut essayer de surmonter. À ce moment-là, je ne raisonne pas du tout comme je raisonne à l'instant. Bien sûr. Je suis sur le coup et le mauvais coup. On s'effondre d'abord, mais on ne veut pas trop s'attarder sur ces effondrements personnels. Hein. Et le premier que vous prévenez, c'est celui qui restera toujours votre ami, Nicolas Sarkozy? Oui. Vous l'appelez immédiatement, quasiment, hein, Oui. en disant « je vais avoir des problèmes judiciaires ». Oui, c'est normal. Et vous démissionnez, Oui. vous prévenez Édouard Balladur et vous démissionnez. Et là, après, c'est un calvaire. Vous connaissez l'humiliation. Vous étiez préparé à ça? Non. Vous étiez dit que la politique, c'était ça aussi? Non, mais c'est la vie. Vous savez, il ne faut pas sacraliser l'homme public. Sauf que quand on est un homme de pouvoir, oui, on est mais vous exposé savez, davantage que... Oui, mais les épreuves un de la anonyme. vie, beaucoup de personnes n'ont pas... non, très importantes, des épreuves, des férocités, des pertes d'emploi, des familles qui se disloquent, etc. Tout ceci, c'est la vie. Vous savez, moi, pour moi, le bonheur de la vie, ce n'est pas la quiétude de la vie. Le bonheur de la vie, c'est aussi d'affronter tous ces éléments. Ouais. Et c'est, au fond, aussi une forme de satisfaction de soi que tous ces éléments qui s'acharnent ou qui sont contre vous, mais vous les passez. Vous êtes qualifié, d'une certaine manière, pour traverser ces épreuves. Alors vous connaissez l'humiliation, vous connaissez les hordes de journalistes, les transferts entre la prison et le palais de justice, les rendez-vous avec le juge d'instruction. Vous êtes l'homme sous la Ve République qui a fait le plus de prison, Oui. 29 mois. Et vous l'avez raconté dans un livre qui est magnifique, qui s'appelle « Une saison dans la nuit ».
terrible cet univers carcéral. Oui, bien sûr, évidemment. Je vous invite, en plus, l'humiliation est allée jusqu'au bout. Regardez. La prison Saint-Joseph est un ensemble de 5 bâtiments au centre de Lyon, près de la gare de Perrache. Klaus Barbie, qui occupe une cellule de 10 mètres carrés équipée d'un sanitaire, est totalement isolé. Les 19 autres détenus de ce bâtiment ont été transférés et 24 gardiens assurent la surveillance et la sécurité du criminel de guerre. Cette cellule de Klaus Barbie, criminel de guerre, vous allez l'occuper. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Vous saviez que c'était la cellule de Barbie? Non, je l'ai su qu'après. Mais c'est sûr que il y a un gardien qui a fait un témoignage très hostile à ma personne après mon départ, en disant que j'étais pas du tout sympathique. Parce qu'évidemment, il venait me voir en me disant on va faire comme avec M. Barbie, on va discuter, etc. Ah oui. Et donc, j'avais pas du tout envie. Ah oui. Et donc, il a gardé un très mauvais souvenir de moi. Cela étant, c'est les hasards de la vie, c'est ainsi. Vous savez, on aurait pu vous mettre dans une autre cellule quand même. Non, parce que c'est des cellules d'isolement. De l'actualité. C'est des cellules d'isolement. Oui. C'est nécessaire qu'on isole les personnes en prison. Vous n'avez eu aucun régime particulier, VIP en prison? La France est un régime égalitaire. Oui. Et c'est sa qualité. Et vous ne demandiez rien. Et ça, mais vous n'avez pas le droit de demander, mais c'est sa force. La force, c'est que tout le monde est traité de la même façon. C'est quelque chose qui est consubstantiel dans notre pays, ce régime d'égalité. Et vous êtes la manifestation de ça, en fait. Vous n'avez rien demandé, vous êtes devenu maire de Grenoble. En 1983, personne ne vous attendait. On vous propose un poste au gouvernement. Vous dites non, moi je veux un poste supérieur. Donc c'est vraiment la force du poignet, vous. Vous avez un courage. Non, je n'ai pas de courage. Il y a peut-être une forme d'inconscience. C'est-à-dire se dire que moi je suis pour l'action. Je suis pour résoudre les problèmes qu'on me pose. Et donc si je sais que, par exemple, on me dit que vous êtes secrétaire d'État de l'environnement, c'est pas possible. Parce que c'est déjà important, l'environnement, ce sera pas... C'est Sarkozy qui en fera le ministère d'État, mais c'est déjà important, donc je ne pourrai pas agir. À partir de là, ça ne m'intéresse pas. Si je peux être utile, si je peux faire... C'est pas altruiste. Je ne me définis pas comme altruiste. Ça me donne satisfaction que d'être utile. Qu'est-ce que vous avez fait en prison? J'ai lu, j'ai écrit, voilà. Ouais. J'ai fait du sport. Vous avez pensé au suicide? Bien sûr. Dans votre livre, Une saison dans la nuit, vous dites j'ai pensé à quelqu'un pour qui j'ai finalement beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, Pierre Bérégovoy. On ne s'attend pas à ça parce qu'il a eu des problèmes qui l'ont conduit au suicide. Mais il n'est pas de votre bord politique, vous l'avez peut-être même affronté dans des débats. Pourquoi vous pensiez à Pierre Bérégovoy? Oui, parce que c'est le destin des hommes qui sont acculés, qui ont la meute. Et il y a un livre excellent, La Meute, oui. C'est Yann Moix, je crois. Yann Moix. Mais c'est La Meute, et dans ce cas-là, c'est là où je reviens à l'idée, à deux idées fortes. Oui. C'est que il n'y a pas d'impasse pour celui qui bouge, et il y a une autre inégalité, c'est l'énergie. Vous avez une force intérieure terrible. Non, l'inégalité de l'énergie, en avoir ou pas, n'est pas liée au raisonnement ou à l'intelligence. Si vous avez l'énergie, c'est génétique. Et vous n'y pouvez rien. Donc vous n'avez pas du tout à vous en glorifier. Et vous avez l'énergie? J'ai l'énergie. Vous êtes un père, vous parliez des médias, la Meute. Votre père était journaliste? Oui. Dans le même journal que le mien, celui où j'ai commencé. Au début. Au Fil et Libéré. Il est resté lui toute sa vie. Ouais. Et il vous a donné cette énergie? Non. L'énergie vient de ma mère. Mon père n'avait pas une énergie exceptionnelle. Il était très actif, etc. D'accord. Et vous avez aussi fréquenté dans cet univers carcéral, disons le mot, des voyous, des gens qui étaient là parce qu'ils avaient trafiqué la drogue et tout. Vous aviez des conversations avec eux? Mais là aussi, vous savez, partout où on essaye d'être utile. Après, on fait les courriers, etc. Alors vous étiez utile à quoi? Vous écriviez leurs lettres? À faire les choses de ce genre, à donner des conseils, voilà. Vous gériez leurs affaires aussi? Non. Non, mais par ils ne contre... venaient pas vous voir en disant, voilà, qu'est-ce que je dois faire Non, moi j'essayais de les orienter pour sortir de la situation dans laquelle ils étaient et dans laquelle ils voulaient perdurer, ce qui était une impasse pour eux et pour leur avenir. Leur dire que bon, cet avenir, cette délinquance dans laquelle ils étaient, elle n'avait aucun avenir ni pour eux, ni pour leur famille. Et vous n'étiez pas un délinquant? Moi j'étais quelqu'un qui a été
condamné pour des financements politiques sans aucun enrichissement personnel, à une période où les financements politiques étaient monnaie courante, puisqu'il n'y avait pas de loi. Ouais. J'ai payé ma dette à la injuste, donc. J'ai payé ma dette à la société. Je ne dis pas juste ou injuste, j'ai payé ma dette à la société. Je suis libre à l'égard de la société. Ouais. Et s'il y a un homme public qui peut parler de l'avenir et des idées librement... C'est beau. Parce que... mais vous ne vous êtes pas enrichi personnellement, ou il n'y a pas eu de... Vous étiez au courant de ce qui se faisait autour de vous? Parce qu'en fait, tout est parti d'une histoire d'un journal que vous aviez créé, qui s'appelait Dauphiné News, et qui a eu des problèmes financiers qui ont été renfloués par une société qui était très connue à l'époque, qui s'appelait la Lyonnaise des Eaux, avec un homme d'ailleurs qui jouera un rôle dans le RPR qui s'appelle Jérôme Monod. Vous étiez au courant de tout ce renflouage d'argent? Le financement politique était naturel. Je veux dire, tout le monde, tous les hommes politiques fonctionnaient de cette façon. Ça a pourri la vie finalement de mais non, pas politique. De très peu d'hommes politiques. D'histoires politiques. Ça a pourri la vie de très peu d'hommes politiques par rapport à la pratique générale. Mais vous savez, c'est comme, je sais pas, il y a des excès de vitesse, il y en a 10 qui ne sont pas pris dans l'excès de vitesse et vous êtes verbalisé. C'est pas parce que les autres ne l'ont pas été que vous n'avez pas fait d'excès de vitesse. Mais il y a une formule qu'a utilisée Bernard-Henri Lévy pour résumer cela, c'est vous avez fait un pas de trop dans l'époque suivante avec les sabots de la précédente. C'est exactement votre cas. Aujourd'hui, ça serait plus possible de... Aujourd'hui, il y a une loi. La loi. Il n'y avait pas de loi. Et c'est mieux qu'il y ait une loi. Bien sûr. Alors, il y a un homme qui va être votre interlocuteur pendant toutes ces périodes, c'est le juge Courroy, juge d'instruction. Et votre expérience vous a conduit à réfléchir et vous vous dites, il faut supprimer cette fonction de juge d'instruction parce que finalement un juge d'instruction, ça ne travaille qu'à charge et pas à décharge. C'est vrai? Oui, dans le cas du juge Courroy, c'était ça. Il avait une ambition personnelle de promotion et donc il fallait plus il se payait de personnes célèbres, plus il était promu. Il a voulu se promouvoir sur votre dos alors? Oui. Et d'ailleurs, il a réussi jusqu'au moment où il a échoué, parce qu'à un moment donné... Il a eu des problèmes. Parce que quand vous êtes dans le faux, ça finit toujours par apparaître. Ah oui, il était dans le faux. Bien sûr, pour lui-même. Et c'était un homme qui était mu par l'ambition, une ambition extraordinaire. Oui, écoutez, c'est pas non plus... Les ambitions ne sont pas totalement anormales. Oui. Simplement, quand elles broient des vies, elles peuvent être tout à fait discutables. Vous en avez fait les frais. Et c'est son cas. Mais... peu importe, puisqu'à la fin, ça se termine mal pour lui, pas aussi mal que ce pourrait être, compte tenu de ce que je sais. Ah oui, vous savez quoi? Sur la façon dont il a servi les pouvoirs. D'accord, y compris celui de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je vous dis, c'est compte tenu de ce que je sais. Cela étant, je crois que cette fonction-là est une fonction très difficile, parce que c'est très difficile d'être neutre dans des dossiers de ce type. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc il faut vraiment modifier les choses. Moi, je suis pour qu'il y ait des procureurs qui soient probablement élus désormais et qui puissent, eux, instruire, répondre. Donc il faut couper le cordon ombilical, c'est intéressant ce que vous dites, entre le ministre de la Justice et le parquet? Non, moi je ne suis pas pour que le pouvoir politique n'ait plus de pouvoir. Ah, d'accord. Moi, je suis pour que le pouvoir politique dispose de pouvoirs et les conserve dans la politique pénale, dans toutes les politiques. Parce que plus on déshabille le pouvoir politique, moins celui-ci peut avoir de résultats. On a une situation schizophrénique de la part des Français. Ils veulent que les hommes politiques aient de moins en moins de pouvoir et ils veulent qu'ils aient des résultats. Oui. C'est contradictoire. Et on ne peut pas avoir des résultats si on n'a pas tous les pouvoirs. Si on n'a pas des pouvoirs. Des pouvoirs. Mais pour ce qui est de la justice, justement, parce que c'est intéressant, vous dites, je suis pour un procureur élu. Mais s'il est élu, le procureur, il doit en référer quand même à son ministre de la Justice. Oui, il en référera au peuple. C'est lui qui l'aura élu parce qu'on ne peut plus, si vous voulez, exercer aujourd'hui, il faut que des procureurs soient les mandataires du peuple. Ils exercent en fonction du peuple et il faut qu'ils le fassent. C'est une justice à l'américaine alors? Il y a pour partie. On a vu ce que ça donnait avec l'affaire DSK. Où vous êtes livré en pâture aussi. Oui, mais on est livré en pâture de toute façon, puisqu'il n'y a plus de secret d'instruction. Il n'y a plus de secret d'instruction, ça c'est aussi une chose à voir. Le rôle des médias, on parlait de votre père qui a été journaliste et tout ça. Les médias aujourd'hui sont, à votre avis, contre le pouvoir nécessairement? Non, mais c'est une forme de contre-pouvoir. Mais dans les dossiers judiciaires, ils sont instrumentalisés par leurs sources, c'est évident. Ils leur donnent des informations au compte-gouttes en fonction de ce qu'elles veulent faire passer. Mais on ne peut pas en vouloir aux médias que de reproduire les informations dont ils disposent. Vous vous êtes toujours méfié des journalistes? Méfier, non. Non. Non, moi je ne suis pas méfiant. D'accord.
je fais plutôt confiance a priori. Alors, vous dites, en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas de chuter, c'est de se relever. Vous l'avez dit, ça. Oui. Vous avez des gens qui vous ont aidé pour ça. Oui, mais j'ai eu, bien sûr. Beaucoup d'amis. Vous avez été entouré, vous n'avez pas, Oui. on vous a pas laissé tomber. Non, non. Jamais. Jamais. Et il y a un homme qui apparaît dans le paysage, on ne s'attend pas à le voir là. Bernard-Henri Lévy, pourquoi il vient vers vous? C'est lui qui vient vers vous? Oui, parce que d'abord on se connaissait, on échangeait beaucoup avec lui, et moi j'échangeais beaucoup avec lui, avec plusieurs intellectuels français, plusieurs écrivains. Quand vous étiez en prison? Avant, Avant. depuis les années 80, D'accord. je connais. Alors que vous n'êtes pas d'un milieu intellectuel et tout ça. Enfin, vous. Mais je suis passionné de littérature depuis ma tendre enfance, D'accord, donc je suis Donc vous passionné. échangez avec lui. J'échangeais Et avec lui, lui il prend oralement. fait des causes pour vous. Oui, lui il prend fait et cause, mais pas, Condera aussi. Beaucoup d'écrivains me soutiennent, lance un appel, Françoise Sagan, Oui. qui écrit dans le Figaro, Oui. un papier pour s'étonner de la situation que l'on me fait. J'ai beaucoup de personnes de ce genre, écrivains, philosophes, mais aussi Lynn Renaud, qui très activement se mobilise. Beaucoup d'hommes et de femmes de Luc Ferry, très différents. Et quand vous sortez de prison, vous allez loger chez Bernard-Henri Lévy. Oui. Pourquoi? Parce qu'il il veut me protéger, il veut me réconforter. Protéger de qui? Me protéger peut-être contre Du monde moi-même, médiatique, de votre monde. contre l'univers que je vais redécouvrir. Et donc ma femme et moi, il nous demande de venir chez lui et de nous ressourcer. Et il vous ressource. Oui. Par les nourritures spirituelles? Par toutes les nourritures, Ouais, j'imagine. mais surtout le temps dont nous avons besoin. Vous restez combien de temps chez lui? Oh, genre 15 jours, 3 semaines. Ouais. Et de ce moment-là, vous avez toujours gardé, je dirais, votre univers intellectuel. Oui. Vous parliez d'Yann Moix tout à l'heure, ça fait partie des Oui, gens que vous fréquentez beaucoup. Qui intervient après, lui, bien après. Et ils vous demandent conseil, ces gens-là aussi? Et qui me prend, non, ils n'ont pas besoin de conseils, non, mais qui prend ma défense bien après, Oui. Yann Moix, très courageusement. Vous êtes en un réalité. homme étonnant, parce que un homme de l'action, mais qui adorait la réflexion, finalement. Oui, bien sûr, quand je plaisante sur on agit, on réfléchit après, ça n'empêche pas de réfléchir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux hommes. Il y a l'homme d'action qui est l'homme public, celui qui doit réaliser, celui qui doit concrétiser, celui qui doit être présent, répondre, agir. Et puis, il y a une part de lui-même qui est effectivement dans l'échange d'idées, d'intellectuels, avec des hommes de littérature. Ça, c'est pour moi, c'est essentiel à ma nature. Le pouvoir, il est moral. Vous savez, pour moi, la morale, elle est personnelle. Tout ce qui est morale collective, c'est l'ordre moral. Et tous ceux qui font état de la morale en permanence sont en général des tartuffes. Parce que j'ai constaté, dans tous ceux qui m'ont écrit, j'ai une longue lettre de Mathieu Ricard quand j'étais en prison, Ah oui. avec lequel j'avais aussi des liens, lui et le Dalai Lama depuis très longtemps, depuis les années 80 également. Et donc, toutes ces personnes qui ont une valeur morale ne la mettent jamais en avant, parce qu'ils savent qu'ils ne sont jamais à la hauteur de la morale à laquelle ils aspirent. Et tous ceux qui ont très peu de morale et qui sont des tartuffes ne parlent que d'elle. Donc vous vous méfiez des donneurs de leçons? Non, surtout que j'ai l'expérience de cela, ceux qui en donnent le plus sont ceux qui méritent le moins d'en donner. Alors BHL, Mathieu Ricard, le Dalai Lama, et puis une femme, toujours à vos côtés. Ah, ça me fait plaisir. C'est Jacqueline. Jacqueline qui, du début à la fin, sera toujours là. C'est elle qui vous prévient d'ailleurs la première du coup de fil que vous allez recevoir du juge Courroy. Et elle a été essentielle. Vous partagez tout, tous vos secrets avec elle. Oui. Et vous ne la mettez jamais en avant. Et elle ne se met jamais en avant. C'est elle qui ne se met jamais en avant. Oui, mais vous ne faites pas Ma compagne Oui. déteste la vie publique et l'affichage. Et donc elle a une vie personnelle et qui est à l'écart de tout ce qui est public, mais qui effectivement est Elle vous a tenu? plus que proche de moi. Nous sommes Fusionnels. Fusionnels en ce sens que, oui, on se parle tout le temps. On ne peut pas faire de la politique si on n'a pas une compagne, un compagnon. C'est pas possible. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas répondre pour tout le monde.
Ce que je sais, c'est que nous avons besoin les uns des autres, nous avons ces proximités, tout en étant nous-mêmes indépendants. On n'a pas les mêmes conceptions, la même façon de vivre, et c'est cette complémentarité qui fait que nous sommes bien ensemble. Et oui, il faut toujours avoir un jardin privé quand on est homme public, homme politique. Sinon, c'est impossible. Mais on peut très bien avoir des conceptions de vie très différentes entre un homme et une femme, et être ensemble de façon très forte. En 2002, vous songez à revenir en politique et vous voulez réintégrer le RPR à l'époque, ou l'UMP. Et il y en a qui tordent le nez. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a un qui vous impose. C'est finalement celui qui sera toujours à vos côtés, c'est Nicolas Sarkozy. Il doit vous imposer dans votre propre famille politique. Oui, mais je ne me souviens plus de comment ça s'est passé parce que c'est un point de détail. Mais Nicolas Sarkozy, c'est un homme courageux. Il faut bien comprendre que le candidaton, ce n'est pas son problème. Et donc, il a la capacité d'affronter la meute, d'affronter l'opinion publique s'il le faut. Et il a cette capacité de courage. C'est en cela que je l'admire et que je trouve que c'est quelqu'un d'important. Parce qu'il y a très peu d'hommes d'État courageux. La politique, c'est votre vie. Vous êtes conseiller municipal maintenant. Vous avez certes perdu l'élection municipale de Grenoble en 2020, mais vous êtes au conseil municipal le leader de l'opposition. Absolument. Il faut en vouloir. Après tout ce que vous avez... vous avez été ministre, vous avez été maire, vous avez été président du conseil général. Il faut quand même le vouloir, ça. Mais vous savez, je n'ai jamais raisonné en carrière, toujours en engagement. Moi, je n'ai jamais prétendu vouloir être maire de Grenoble, président du département, etc. Je suis arrivé dans un département où il y avait Dubedou, Mermaz, Mendès-France, et où tout était fermé. Ça n'était pas mon... Pierre Mendès-France, je le répète, me dit « venez de notre côté » parce que tout est fermé de notre côté. Ce n'était pas mon problème d'être élu. Mon problème, c'est de porter une conviction, d'avoir un engagement, de porter sa part de vérité, et cette part de vérité, où elle est partagée, ou elle ne l'est pas. Mais on ne s'en retire pas. Quand il y avait 25 000 étudiants à Grenoble en 1968 et que nous étions moins de 10 jeunes gaullistes, et que j'allais dans les amphis dire pourquoi j'étais pour De Gaulle et que je me faisais sortir des amphis de façon discutable, ça n'était pas mon problème. Vous avez parlé avec moi là, pendant près d'une demi-heure. J'ai senti de l'émotion. Vous êtes ému. Oui. Oui, parce que je reviens sur du passé, alors que gaulliste... J'ai le regard vers l'avenir. Vers l'avenir. Vous savez, cette phrase du général de Gaulle, vieil homme recru d'épreuves, sentant venir le froid éternel, et jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. C'est les mémoires d'espoir. C'est superbe. Alors, puisque vous citez De Gaulle, je vais citer Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est vous ? Tout à fait. Merci Alain Carignan. Merci.